Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors vous le voyez à l'écran, vraiment je vous invite à venir nombreux pour la diffusion en live, live audio. Vous ne verrez pas les images mais vous aurez mon commentaire donc du match du Havre dimanche à partir de 16h50. Pour tout vous dire, j'ai changé de matériel. Et oui, j'ai investi dans un ordinateur plus performant que ce que j'avais avant. Et j'espère vraiment que ça va améliorer l'expérience, notamment un décalage moindre entre la télé et YouTube. J'étais à 2-3 secondes. J'espère que ce sera quasiment instantané. Bon, j'espère que ça va bien le faire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le match en même temps sur la télé avec mes commentaires. Donc là, j'espère qu'il y aura vraiment quasiment aucun décalage. Mais ça, je ne le saurai que quand je le ferai. Une vidéo très riche puisque je vais vous parler des conférences de presse de Dansley Maitland Niles, de Pierre Sage. On fera également un point mercato. Il y a un certain nombre de choses à dire sur les sujets, des choses qui avancent, des choses qui reculent, certaines qui sont mortes, et vous verrez, vous l'avez sans doute vu sur la vignette, que je vous parlerai de Seko Fofana, que je rêve de voir à l'Olympique lyonnais, et vous allez voir qu'il y a peut-être une fenêtre de tir. Attention, c'est pas une info que l'OL est sur Seko Fofana, c'est juste mon ressenti personnel. Et puis je vous proposerai ma composition pour le match de dimanche, puisque on a des arrivées qui peuvent d'ores et déjà jouer et on a un absent important, Lovren, qui est suspendu. Alors on notera d'emblée sur les conférences de presse que l'OL Play a décidé de diffuser les conférences de presse 1 heure après le live. Et donc la conférence live est réservée aux journalistes présents dans la salle. Je trouve ça absolument minable puisque les abonnés comme moi d'OL Play, nous payons. Alors certes, ce n'est pas un tarif très élevé, mais en tout cas, nous, on paye. Les journalistes, eux, sont payés pour aller aux conférences de presse, donc je ne vois pas du tout pourquoi ils auraient la primeur du live. En tout cas, ça a été la nouvelle du matin, fort déplaisante. Dansley Maitland Niles s'est présenté en premier. Et vous le voyez à l'écran, il a été interrogé sur la Ligue 1 et il dit que c'est un championnat très physique, exigeant et qui est perçu, on va dire, un petit peu de haut par les pays étrangers et qu'en fait, quand on y joue, on se rend compte que c'est un championnat de très haut niveau. Il reconnaît aussi qu'il est arrivé peut-être pas au top de sa forme athlétique et moi j'ai remarqué, notamment contre Monaco, c'est là que ça a été le plus évident, qu'il avait quand même nettement monté sur le plan physique. En début de saison, c'était vraiment une statue sur le terrain. Et là, c'est vrai que contre Monaco, quand on l'a vu sprinter comme un fou, ça nous a vraiment scotché. D'ailleurs, vous allez voir que je n'exclus pas de l'inclure dans mon équipe type pour dimanche. Vous allez voir dans quel rôle. Et donc Dansley Maitland Niles, qui n'a pas mangé de clown, c'est pas le gars le plus rigolo de la terre. D'ailleurs, ça avait un petit peu surpris les gens quand il avait marqué le deuxième but en Coupe de France face à Pontarlier, qu'il avait eu quasiment aucune réaction. Bon, c'est vrai qu'un petit sourire de temps en temps, ça peut pas faire de mal, surtout quand on marque un but. Lui qui n'avait pas marqué depuis 2019, donc ça faisait quand même plus de 4 ans. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit un petit peu plus excité avec cette situation. Alors hormis ça, il a rien dit de très transcendant, il dit simplement que lui, qui est quelqu'un de très polyvalent, qui a été essayé à beaucoup de postes, préfère les postes offensifs. C'est sûr que contre Pontarlier, on l'a vu très haut sur le terrain, je crois même en position de 9 à un moment. Aussi, il faut dire qu'on n'avait que 3 attaquants, donc ça aidait à l'utiliser à ce poste. Peut-être que ce sera le cas au Havre, même si je n'en suis pas du tout convaincu. Pierre Sage est donc venu ensuite en conférence de presse, et vous le voyez à l'écran, pour lui le principal motif d'amélioration dans le jeu, mais c'est quelque chose que je pense tout le monde a noté, c'est qu'on doit s'améliorer dans la construction de nos attaques, mettre beaucoup plus d'impact quand on récupère le ballon, on devra avoir des positions un peu plus hautes. Il faut valider des étapes dans notre manière de jouer et dans les convictions des joueurs. Et d'ailleurs, il a même dit un terme qui, je pense, a pu faire grincer des dents, puisqu'il a dit
que que la manière dont on avait acquis nos victoires n'était pas satisfaisante, et que lui, dans la deuxième partie de saison, il veut être beaucoup plus ambitieux en termes de jeu. Il souhaite pratiquer ce qu'on appelle dans le langage moderne un jeu protagoniste, alors que là, c'est vrai que dans la plupart des matchs, on était plutôt attentiste en essayant de piquer l'équipe en contre-attaque, alors dans les matchs de Ligue 1, et il a envie évidemment d'avoir un jeu plus ambitieux. Après, on était dans une situation quand même très délicate et il fallait parer au plus pressé, donc ce qui a été fait jusqu'à présent est tout à fait normal et compréhensible. Mais c'est vrai que si on veut retrouver des ambitions, il y a quand même une Coupe de France à jouer, peut-être une remontada au classement, puisque finalement dans ce championnat, vous avez le PSG qui est très 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 largement au-dessus de tous. Mais derrière, c'est extrêmement proche, c'est-à-dire que même des équipes qu'on pensait vraiment bonnes, comme Monaco, peut-être Marseille, etc., ne sont pas vraiment brillantes. Donc, écoutez, effectivement, hormis le PSG, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équipe intouchable dans ce championnat. Enfin, le PSG est Brest, bien entendu. Vous savez que Brest, je les définis comme le Lens de la saison 2023-2024, et je persiste à penser qu'ils peuvent terminer dans le top 3, sauf si évidemment on les dépouille au mercato d'hiver. Alors Pierre Sage, toujours très posé, très réfléchi, il dit notre série de victoires c'est bien, mais toutes les séries s'arrêtent un jour, donc il va falloir être prêt mentalement si il arrive qu'on perde un match, et forcément ça va arriver, de continuer à croire à ce qu'on fait et de continuer de repartir vers la victoire sur le match suivant. Alors quand on lui parle d'accrocher l'Europe, il sourit. Tout simplement, il considère que le championnat, c'est un peu comme deux mi-temps. On a plutôt bien terminé la première mi-temps, mais il faut pas se relâcher sur la deuxième mi-temps. Effectivement, si on fait une bonne deuxième mi-temps, pourquoi ne pas aller chercher l'Europe? Mais lui, il se refuse à ça. Pour lui, la première étape, c'est déjà d'assurer le maintien. Vous savez, le maintien va se jouer à peu près à 1 point par match, donc à environ 34 points. On n'en est qu'à 16, donc il en reste au moins 18. Donc évidemment, il ne faut pas se relâcher. Et évidemment, le mercato dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo, va servir justement à remettre encore plus de compétition dans l'équipe et de qualité sur le terrain. Alors justement, sur le mercato, on lui a demandé est-ce qu'il était consulté sur le mercato. Alors lui a dit que avec la direction sportive, David Friot, évidemment il y avait des échanges, mais que lui, Pierre Sage, n'avait suggéré absolument aucun nom, et qu'il fait toute confiance à la direction sportive pour rapporter les joueurs qui vont permettre d'améliorer l'effectif. Il a également parlé des recrues. Vous savez que à présent nous avons 3 recrues, donc le gardien Lucas Perry, le défenseur central Adrielson et l'ailier Malik Fofana. Il dit qu'ils sont opérationnels, alors pas forcément pour les Brésiliens notamment pour faire un match complet, mais en tout cas pour participer au match, c'est tout à fait possible, même si il a tempéré sur Lucas Perry en disant que Anthony Lopez était tout à fait performant, et que si Anthony gardait un niveau de performance tel, il ne serait absolument pas menacé. Il a même dit que Anthony Lopez est performant et il mérite sa place. C'est quand même des mots assez forts. Donc je pense que l'ami Perry, il va pas mettre souvent le pied sur le terrain jusqu'à la fin de la saison. Peut-être en coupe, peut-être s'il y a des suspensions, s'il y a éventuellement une blessure, évidemment, chose qu'on ne souhaite pas. Et il dit qu'il a échangé avec Anthony Lopez. Vous savez que le poste de gardien, il est très particulier, et que c'est peut-être un des rares postes finalement où apporter de la concurrence peut être assez contre-productif. On l'a vu dans beaucoup de clubs qui choisissaient d'avoir 2 gardiens potentiellement numéro 1. Et en fait, quand vous mettez, parce qu'un gardien, il n'entre pas en jeu, il joue ou il ne joue pas. Et donc, si vous mettez trop de pression sur votre gardien numéro 1 avec un 1 bis, parfois ça a des effets négatifs parce qu'il se sent fébrile, etc. Donc c'est peut-être le seul poste où finalement apporter de la concurrence, ça peut être un peu contre-productif. Donc je pense que Pierre Sage est parfaitement conscient de ça.
Et donc il a rassuré Anthony Lopez qui, sauf catastrophe de sa part, eh bien sera titulaire au moins jusqu'à la fin de la saison. Il a également été donc interrogé sur Adrielson, et Adrielson, alors visiblement à l'entraînement, c'est pas très positif de jouer contre lui parce que c'est quelqu'un d'extrêmement agressif dans les duels. Et donc Pierre Sage s'en félicite en disant que ça oblige les attaquants notamment à être imaginatif, à être rapide. Et on sait qu'Adrielson, un de ses points de difficulté, c'est la vitesse. Et donc évidemment quand il se retrouve, alors Nuama n'est pas là en ce moment, mais quand il se retrouve à Fofana, à mon avis, il doit prendre un peu le bouillon, l'ami Adrielson. Mais en tout cas dans les duels, il ne donne pas sa part aux chiens. Alors on est rentré également dans des débats un peu tactiques, notamment sur le cas Tagliafico, puisqu'un journaliste a demandé à Pierre Sage. On a vu Tagliafico souvent rentrer à l'intérieur plutôt que de s'excentrer. Est-ce que c'est une volonté? Alors Pierre Sage nous a dit avec un peu d'humour qu'il avait même demandé à Tagliafico s'il avait déjà joué milieu de terrain. Et là Tagliafico l'a regardé avec un regard abasourdi, et il a compris que c'était une voie dans laquelle Pierre Sage ne pouvait pas s'engager. Bon, en tout cas, il aime bien cette capacité de Tagliafico de parfois revenir vers l'intérieur. Il dit que Saïd Koumbedi essaye de le faire aussi. En fait, ce qu'il veut, Pierre Sage, c'est créer de l'incertitude, de l'illisibilité pour les adversaires. Et donc, il apprécie cette capacité qu'ont ces joueurs à revenir vers l'intérieur du jeu. Bon, moi, j'avoue que je suis pas trop fan de ça parce que je trouve qu'on est déjà très nombreux dans le cœur du jeu et qu'il faudrait, à mon avis, davantage écarter le jeu des offensifs, notamment pour écarter la défense. Alors, il a glorifié Maitland Niles, qui était quand même en conférence de presse pour la deuxième fois. Je crois qu'il y était vraiment sur un match récent également. Et en disant que c'était un joueur qui apportait énormément de profondeur, il fait énormément d'appels, et ces appels, même s'il n'est pas servi, ils viennent perturber la défense, et donc c'est quelque chose que Pierre Sage apprécie énormément. Sur Fofana, il a dit qu'il apportait beaucoup de gaz, beaucoup de vitesse, et c'est quelqu'un qui peut faire des très grosses différences, donc on sent déjà qu'il a mis la misère à certains de nos défenseurs centraux à l'entraînement, et que Pierre Sage compte évidemment sur lui pour apporter du punch et donner des très bons ballons à Lacazette notamment. Alors on va passer aux infos du mercato. Alors déjà vous pouvez rayer un nom de la liste des milieux de terrain voulus par l'Olympique Lyonnais, c'est Rade Krunic qui s'est mis d'accord avec le Fenerbahçe pour un transfert à 4-5 millions. J'ai quand même un peu les boules quand même que le Fenerbahçe puisse obtenir ce joueur pour 4-5 millions. Moi je l'aime beaucoup, alors je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais bon, en tout cas vous le voyez là dans l'avion, en partance pour la Turquie, et écoutez, bonne chance à lui, mais en tout cas il ne viendra pas à l'OL, ça c'est sûr. Alors autre dossier, et là un dossier on va dire à rebondissement, Nemanja Matic, donc qui a quitté de manière impromptue Rennes, en vous donnant l'impression qu'il partait au clash avec ce club. Ensuite il a publié une story Instagram, je pense, j'ai pas trop suivi l'affaire, quel réseau social c'était, mais enfin bon, peu importe, en rétro-pédalant, en y allant gentiment, en disant que ce qui se passe à Rennes c'est de sa faute à lui, qu'il va rentrer aujourd'hui, donc vendredi à Rennes, pour s'expliquer avec les dirigeants. Rennes de son côté, voit bien que c'est toujours délicat de conserver un joueur qui veut partir, même si sur le principe il y a quand même des contrats et ce serait bien de les respecter. Et Rennes semble vouloir dire à Matic, bon, si tu veux partir, ok, mais on ne veut pas que tu partes pour un concurrent. Donc essaye de te trouver une porte de sortie ailleurs. Et il semble que Fulham, donc qui est actuellement 13e de Première Ligue, s'intéresse aux joueurs. D'après ce que j'ai compris, Matic possède une maison à Londres. Donc écoutez, peut-être que la proposition de Fulham va sans doute l'intéresser, puisque en plus ce qui avait intéressé Krunic à l'OL, c'était un salaire en augmentation. Et vous savez très bien, les clubs de Première Ligue, on ne peut pas lutter au niveau salarial avec eux. Donc si
Matic est d'accord pour aller à Fulham pour sans doute un dernier contrat, peut-être avant d'aller en Arabie Saoudite. Mais écoutez, finalement, c'est une bonne solution pour lui. Donc, alors, je ne dis pas que la piste Matic est définitivement à enterrer, puisque c'est une priorité de l'Olympique Lyonnais, mais je pense qu'elle a pris du plomb dans l'aile. Rennes peut lui casser les pieds, puisqu'il a un contrat. Et moi c'est tout à fait normal, hein. J'avoue que je suis stupéfait que certains suiveurs de l'Olympique Lyonnais critiquent le Stade Rennais sur cette affaire-là, puisque eux ils ne demandent simplement qu'on respecte un contrat, qu'un joueur n'a pas à partir comme ça comme s'il démissionnait. C'est le joueur qui est en faute. Et j'ai dit à certains des personnes qui m'ont mis des commentaires de ce type-là sur la chaîne, mais imaginez que Tagliafico, qui voulait partir à l'Ajax, qui voulait partir à Manchester United, du jour au lendemain prend ses clics et ses claques, s'en va sans rien dire. Comment nous on réagirait, surtout si on apprend qu'il est en train de discuter avec un autre club? Je pense qu'on le prendrait très mal. Donc il faut appliquer cette logique à tout le monde. Et de ce point de vue-là, je trouve que Rennes a tout à fait raison de protéger ses intérêts. Après, je pense que le joueur, c'est vraiment un joueur qui peut nous aider. Mais s'il vient, il faut que ce soit en bonne intelligence avec tout le monde. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, le dossier Carmo, puisque la presse portugaise, eh bien écoutez, nous apprend que l'Olympique Lyonnais aurait proposé, alors ça je suis halluciné quand je vois ça, mais bon, c'est la presse portugaise, qu'est-ce que ça vaut, je n'en sais rien. Mais en tout cas, selon elle, l'Olympique Lyonnais aurait proposé donc un prêt avec une option d'achat de 21 millions d'euros. J'avoue, quand j'ai lu ça, j'étais quand même sur le cul. Parce que 21 millions d'euros pour un joueur quand même qui est au placard à Porto. Alors bon, c'est une option d'achat, faut voir les conditions, etc., etc. Mais bon, sachez que quoi qu'il en soit, l'OL continue sur la piste Carmo et ne semble pas vouloir lâcher. Alors bien entendu, recruter Carmo, ça veut dire se débarrasser d'au moins un défenseur central. Diomandé est sur le départ, mais Diomandé veut choisir un club à la hauteur de ses ambitions et ne veut pas aller n'importe où. Là aussi, ce qui est tout à fait normal, lui est sous contrat. Donc s'il veut rester à Lyon, il reste à Lyon, mais si on lui demande de partir, eh bien c'est normal qu'il choisisse un club qui est en conformité avec ses ambitions personnelles. Alors un autre journaliste, cette fois italien, Nicolo Schira, nous dit, il y a très peu de temps, qu'Arnaud Danjuma est prêt à quitter Everton, il va retourner à Villarreal, mais il n'est pas dans les plans du club et il va être vendu. Des discussions très avancées avec l'Olympique Lyonnais pour un prêt sont en cours. Donc voilà, les deux pistes Danjuma et Carmo restent absolument d'actualité. Maintenant, il faut convaincre les clubs qui possèdent les droits sur ces joueurs de les laisser venir à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, eux, les joueurs, d'après ce qu'on lit un peu partout, ils sont tout à fait d'accord pour venir. Alors toujours mercato, et j'en viens à Seko Fofana, qui pour moi est vraiment un joueur d'exception, je n'ai pas peur des mots. Et c'est Rudy Galletti qui nous apprend qu'Al Nasser, donc l'équipe où joue actuellement Seko Fofana, aimerait bien faire de la place dans sa liste d'étrangers, puisqu'il y a un nombre limité de joueurs étrangers dans les équipes d'Arabie Saoudite, et donc laisserait partir Seko Fofana en prêt. Et le club d'Arabie Saoudite est même d'accord pour couvrir la moitié du salaire du joueur sur un possible départ. Et pour le moment, 3 équipes ont déjà manifesté leur intérêt. Écoutez les amis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Imaginez qu'on récupère Seko Fofana pour les 6 derniers mois de la saison, sachant donc que le club d'Al Nasser prendrait la moitié du salaire. S'il y a vraiment un joueur qui fait des différences au milieu de terrain, c'est bien Seko Fofana, et puis en plus dans un profil qu'on n'a pas du tout. Donc je ne dis pas du tout que c'est une info, attention, je dis simplement que c'est un souhait. Et recruter Seko Fofana à l'OL, ne serait-ce que pour 6 mois, écoutez, moi je signe dès demain. Alors on va terminer évidemment avec ma composition d'équipe pour le match au Havre. Donc déjà on va regarder un petit peu la dynamique du Havre qui reste sur une victoire en Coupe de France face à Caen de buts 1,
qui avant cela avait perdu en championnat face à Reims, qui avait quand même battu 3-1 Nice à domicile. Avant cela, défaite à Strasbourg, bon, défaite à domicile face au PSG, des nuls face à Nantes et face à Monaco, ce qui là est plutôt un bon résultat également. Victoire à Toulouse, nul contre Metz. Bon, une équipe du milieu de tableau, hein, vous allez voir ça tout de suite, puisqu'actuellement nos amis du Havre sont 11e, mais nous qui sommes 15e, le Havre n'est qu'à 3 points. Alors avec une meilleure différence de but, hein, une bonne défense globalement cette équipe du Havre. 19 buts encaissés depuis le début de la saison. Bon, c'est pas la meilleure défense, mais c'est une des bonnes défenses du championnat. Donc seulement 3 points d'avance. Vous voyez un peu l'intérêt pour nous d'aller gagner là-bas, c'est que on reviendrait à égalité de points. Et une équipe, bon, qui, on va dire, fait le taf, mais qui n'est pas exceptionnelle, loin de là, qui n'a pas des très grands joueurs, mais tout cela a été, on va dire, construit de manière très cohérente pour jouer le maintien. Et ils sont plutôt bien partis pour ça. Écoutez, en tout cas, Pierre Sage, lui, dans la conférence de presse, a dit qu'il y allait avec des ambitions, puisqu'on rappelle qu'on avait fait match nul face à eux, et donc lui espère mieux sur ce match retour. Alors pour la compo d'équipe, je suis reparti très classiquement sur un 3-4-3. Lovren étant suspendu, il a fallu prendre une décision au niveau de la défense centrale, donc la solution, c'était de faire jouer Diomandé, mais je pense que ça, c'est pas une solution qui aura beaucoup de supporters, d'autant qu'il n'a pas joué depuis plus d'un mois, hein, donc vraiment en termes de rythme, ça doit pas être terrible. Je pense qu'Adrielson n'est pas prêt à débuter un match, hein. En plus je pense pas que ce serait lui rendre service que de le titulariser d'entrée. Mamadou Sarr, bon moi je n'y crois pas, Mamadou Sarr, peut-être que je me trompe, mais bon je ne crois pas à Mamadou Sarr, donc je ne le vois pas du tout titulaire, donc pour moi la solution c'est de mettre évidemment Clinton Mata avec Kaletachar et O'Brien, donc en défenseurs centraux. Pour les pistons, et là donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'innover un petit peu, donc Tagliafico à gauche, ce n'est pas du tout une innovation, loin de là, mais Koumbedi, donc ça, c'est, on va dire, le choix possible. Mais Maitland Niles qui, évidemment, prend la profondeur, pourrait très bien s'entendre avec le joueur qui sera devant lui, qui, à mon avis, évidemment, est plus percutant qu'un Cacré. Donc, sur ce côté droit, écoutez, un Maitland Niles en piston, moi, je trouve que ça tiendrait la route. Et puis, je me dis, s'il est allé en conférence de presse, c'est peut-être qu'il va jouer. Alors, où est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer en latéral, puisqu'il l'a déjà fait, ou en piston, peut-être en ailier, mais je vois mal Pierre Sage sortir Cherki et ne pas titulariser Fofana. Donc moi je verrais bien Maitland Niles en piston. Au milieu de terrain, un peu par défaut, pas se mentir, tant qu'on n'a pas mieux, on continue avec ceux-là, donc Corentin Tolisso et Maxence Cacré. Et sur le front de l'attaque, donc moi j'ai remis Cherki, qui sort sur 2 matchs où il a été décisif. En donnant une passe décisive face à Nantes à Lacazette et en marquant un but contre Pontarlier, donc plutôt sur une bonne dynamique, donc je ne le vois pas sortir de l'équipe non plus. Lacazette évidemment capitaine de l'équipe en numéro 9 et Fofana, alors que j'ai mis à droite mais qu'on peut mettre à gauche en intervertissant avec Cherki. Bon là j'ai pas de religion là-dessus. D'ailleurs, on pourrait même aller un peu plus loin en se disant, peut-être que Cherki, ce serait mieux de le mettre à droite, parce que comme il revient souvent en position numéro 10, ça donnerait toute l'aile à Maitland Niles, avec Cacré, qui pourrait combler quand celui-ci monte. Bon, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut, mais je pense que cette équipe-là, ce n'est pas loin de ce qu'on aura dimanche sur le terrain, et j'espère, vous, avec les écouteurs dans les oreilles sur votre application YouTube, ou tout simplement en regardant, si vous n'avez pas les services payants, de regarder ça sur YouTube. N'hésitez pas à venir dans le chat, c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Alors pendant le match c'est difficile parce que je suis concentré sur l'action, mais avant, à la mi-temps et en fin de match, évidemment on échange. Vous pouvez d'ailleurs échanger entre vous pendant le match, les gens le font. En tout cas, ce que j'espère surtout, c'est que mon changement de matériel informatique va vraiment booster le live, qu'il y aura vraiment quasiment aucun décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez
le son sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à dimanche, ou alors avant, bien sûr, s'il y a une actualité mercato. Bonne journée à vous, au revoir.